Et bienvenue à vous, Olivier Dussopt. Bonjour. Il paraît qu'on ne dit pas le thé en Ardèche, où vous êtes candidat pour la 3e fois d'ailleurs. Olivier Dussopt, alors, on doit dire ministre du Travail en tout cas, notamment chargé du gros dossier des retraites. Vous avez succédé à Elisabeth Borne, qui était ministre du Travail, comme quoi c'est un poste prometteur, qualifié d'ailleurs de technocrate brutal par Jean-Luc Mélenchon, on y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord, vous êtes ministre du plein emploi aussi, c'est une nouvelle formulation, c'est votre attribution. Et l'INSEE vient de publier les chiffres de création d'emplois du premier trimestre de cette année, janvier, février, mars, plus 0,3%. On note que c'était plus 0,8%. Au trimestre précédent, ça veut dire quoi? Que la hausse baisse? Ça veut dire qu'il y a eu un énorme rattrapage en 2021 et que nous sommes dans une bonne situation. Lorsqu'on regarde les chiffres publiés par l'INSEE, ils ont à la fois rectifié et amélioré leur estimation du premier trimestre. Il y a quelques semaines, l'INSEE annonçait la création d'à peu près 65 000 emplois nets dans le secteur privé au premier trimestre. Aujourd'hui, ils ont, par leur publication, indiqué qu'on était plutôt autour de 80 000, 79 000 pour être précis. C'est plutôt une bonne nouvelle et ça vient effectivement s'ajouter à des créations en 2021. Les créations en 2021 étaient liées à une reprise économique très forte, avec une croissance supérieure à 6%, avec un plan de relance qui fonctionne. Et ce que l'on voit aujourd'hui, dans les chiffres publiés par l'INSEE ce matin, qui concernent à la fois le premier trimestre, mais aussi les 3 années précédentes, ce que l'on voit, c'est qu'entre avant la crise Covid et aujourd'hui, la France compte 750 000 emplois supplémentaires. Donc ça veut dire que malgré à peu près 230 000 suppressions d'emplois en 2020 au moment du confinement, nous sommes à plus 750 000 emplois. Ça explique que nous ayons un taux d'emploi... Plus 150 000 emplois sur quelle période? Plus 750 000, 750 000 entre 2019 et 2022. Ça explique qu'on a un taux d'emploi historiquement élevé à 68%, et ça explique que le taux de chômage est à 7,3%, le plus bas depuis 15 ans. Alors, on va y revenir parce que c'est vrai que 2021, on l'a beaucoup dit, a été une année très faste pour l'emploi, année de reprise, pour des raisons de rattrapage. 2022 ne peut pas rééditer cette performance. La croissance en 2022 va être un peu moins forte qu'en 2021. Elle marque déjà sérieusement le pas. Elle marque le pas. Il y a des explications à cela. Oui. La guerre en Ukraine, la crise énergétique, la question de l'inflation. Nous restons avec une croissance positive. C'est une bonne nouvelle. Et le gouvernement met tout en œuvre, mes collègues de Bercy mettent tout en œuvre pour soutenir l'activité. Les perspectives que l'INSEE prévoit pour le 2e, 3e et 4e trimestre de 2022 sont des perspectives qui restent positives. Avec, en termes de quoi? De création d'emplois. Création d'emplois, mais attention, la création d'emplois, c'est une partie, évidemment, en termes de création d'emplois. Parce qu'on en détruit d'autres pendant ce temps-là. En termes de création d'emplois nets, c'est ça qui est important. Ouais. Et donc, l'INSEE considère que pendant l'année 2022, il y aura évidemment, et malheureusement d'une certaine manière, moins de création d'emplois nets qu'en 2021, mais que nous restons sur une tendance positive, légèrement positive, ce qui est une bonne nouvelle et ce qui va nous permettre de consolider nos chiffres en matière de chômage et de plein emploi. D'accord, ça c'est important parce qu'on voit bien les conséquences de la guerre en Ukraine que tout le monde prend de plein fouet, la France aussi, et certains disent, attention, le chômage va recommencer à monter d'ici à la fin de l'année. Alors, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je sais, c'est que la croissance économique reste positive, que le gouvernement met tout en œuvre pour la soutenir, et quand je lis la publication de l'INSEE de ce matin, on note, on constate que les créations nettes d'emplois devraient continuer à un rythme moins important, mais devraient continuer. Et tout au long de cette année. Et avec une perspective, dans un premier temps, de stabilisation du taux de chômage, 7,3%. Oui. On le dit comme si c'était normal, c'est le taux le plus bas depuis 15 ans. C'est ce qui explique que le plein emploi revient dans le débat comme un objectif. On considère que le plein emploi est autour de 5%. Et donc il faut continuer à faire baisser le chômage, continuer à créer de l'emploi, continuer à travailler sur la formation, à aller chercher celles et ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi et les accompagner dans un parcours d'insertion pour faire en sorte que notre objectif du plein emploi soit atteint. Parce que derrière le plein emploi, c'est de l'activité, c'est de la production de richesse. Vous maintenez l'objectif de 5%. On estime en effet que c'est le plein emploi. C'est-à-dire que tous ceux qui peuvent occuper des emplois ont un emploi. C'est ça, le plein emploi? C'est le but, c'est la feuille de route. C'est 5%, c'est l'objectif. Vous le maintenez parce qu'il y a quand même des gros nuages économiques. Il faut regarder devant avec les yeux ouverts, Olivier Dussopt. Avec les yeux grands ouverts, pardon. Et il faut le regarder aussi en tenant compte de toutes les difficultés qui sont affrontées. Des difficultés sur la croissance, mais je le disais à l'instant, le fait que plus le chômage baisse, plus les personnes, les demandeurs d'emploi qui le restent, rencontrent des difficultés, sont éloignés de l'emploi, et c'est normal. Et donc ça nécessite un effort d'insertion et de formation très fort. Il y a un peu plus d'un an, Jean Castex, alors Premier ministre, avait lancé un plan doté d'1,4 milliard d'euros pour accompagner les demandeurs d'emploi de longue durée et les raccompagner vers l'emploi. Ce sont 240 000 personnes qui ont été accompagnées. Et ça participe aussi à la baisse du chômage. Bill visé, dirait Jean-Luc Mélenchon.
qui aime bien employer des mots parfois un peu vintage, on va dire. Et outrageant aussi. Jean-Luc Mélenchon vous attaque bille en tête, il l'a encore fait hier, il était dans le Calvados pour soutenir la candidate NUPS pour les législatives. Il dit que les chiffres réels sur l'emploi ne sont pas les bons. Il y a autant de chômeurs qu'en 2017. Emmanuel Macron en a créé autant et vous les dopez, ces chiffres, avec les chiffres de l'apprentissage. Il y a 900 000 apprentis qui sont considérés comme des salariés, comme des employés. Or, ce sont des faux emplois. Et c'est une forme de triche, dit-il. Il n'a pas dit ce mot-là, mais c'est ce qu'il dit. D'abord, ce sont des faux deux emplois. choses. Monsieur Mélenchon s'est pris pour La République et maintenant il se prend pour l'INSEE. C'est son droit, c'est sa démarche, sauf qu'il dit des choses qui sont fausses. Il dit des choses qui sont fausses, puisque le chômage baisse, nous le constatons. L'INSEE, qui est un organisme indépendant, le dit, le certifie, l'ensemble des organismes le disent, et nous créons des emplois, je disais il y a un instant, entre l'avant-crise et l'après-crise, 750 000 emplois créés en net. Et il y a effectivement une augmentation du nombre d'apprentis. Et nous en sommes très heureux. Parce que c'est un objectif. Il dit non, ce ne sont pas des employés, des apprentis. Pardonnez-moi, mais d'abord une première correction. Dans les chiffres de l'emploi, quand je dis plus 750 000, c'est moins d'un tiers qui sont liés au développement de l'apprentissage. Ouais. Première chose, ce qui vient largement contredire ces affirmations toujours aussi outrancières. La deuxième chose, c'est que je trouve ça d'un mépris abyssal. C'est quand même phénoménal d'avoir été, il y a 20 ans, ministre de l'enseignement professionnel dans un gouvernement socialiste et de dire aujourd'hui à des gens qui sont en apprentissage qu'ils n'occupent pas un vrai emploi. Les apprentis, ce sont des hommes et des femmes qui se forment à des métiers d'excellence, qui ont des taux d'insertion professionnelle qui sont remarquables. Et nous avons mené une politique de développement de l'apprentissage, Muriel Pénicaud, puis Elisabeth Borne, qui a permis de passer de 300 000 à 700 000 apprentis par an. Et notre objectif est d'aller vers 1 million d'apprentis par an. Parce que c'est une voie d'excellence, parce que nous avons besoin de ces compétences, nous avons besoin de ces métiers. J'ai besoin d'une précision sémantique, parce que l'INSEE, ce matin, affirme que, explique quand même que le dynamisme de l'emploi s'explique par les contrats en alternance, et derrière, notamment en apprentissage. Pardon, il y a beaucoup de familles qui ont des enfants qui sont en alternance, qui sont par exemple en études, et qui ont un contrat d'alternance. Est-ce que eux, ils sont considérés comme en plein emploi ? Il y a des contrats d'alternance, des contrats de professionnalisation, des stages de formation professionnelle, il y a des apprentis. Et avec le développement de l'apprentissage, ce que nous avons constaté, c'est une réalité statistique, je reviendrai sur le chiffre de l'INSEE, c'est qu'une partie de ceux qui étaient en contrat d'alternance basculent en contrat d'apprentissage. L'INSEE dit très précisément qu'il y a environ 170 000 contrats d'apprentissage qui participent à cette dynamique de l'emploi. Ce sont eux qui sont retenus pour compter. Il y a une multiplicité de statuts. Nous avons fait le choix de développer l'apprentissage parce qu'il nous paraît, il nous semble, et les résultats montrent que ça marche, que c'est une formation qui marche, qui fonctionne. Pour être concrète, et quand on est en alternance, qu'on a un contrat d'alternance, on est payé 300-400 euros par mois, on est considéré comme... Non, on entre dans les statistiques de l'emploi. Ça dépend du volume de travail, ça dépend du montant de la rémunération. Et évidemment qu'on ne dit pas qu'un contrat d'alternance rémunéré 300 euros par mois, c'est un actif. Moi, ce que je dis par contre, et ce que je réponds à M. Mélenchon, c'est que les apprentis occupent et réalisent un vrai travail. Vous avez été apprenti, vous, je crois. J'ai été apprenti avec une particularité, mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'assez courant et c'est très bien, parce que c'était il y a un peu plus de 20 ans, malheureusement pour moi, et j'étais apprenti à un niveau Bac+5 à l'époque, un DESS, parce que je suis malheureusement trop âgé pour avoir fait un master. Et aujourd'hui, avec le développement de l'apprentissage, nous avons beaucoup de filières d'enseignement supérieur qui développent aussi cette pratique de l'apprentissage qui permet une insertion professionnelle réussie. Un mot, parce qu'il faut qu'on parle évidemment des retraités, pouvoir d'emploi, réforme, mais une pénurie d'emploi. Oui, aussi. J'ai jamais vu. En même temps, il y a combien d'offres d'emploi à Pôle emploi, vous le savez? Je crois un peu plus d'1 million. Et j'ai peur de dire une bêtise, donc je reste prudent, parce que je n'ai pas regardé ce chiffre très précisément. Mais oui, il y a de la pénurie, et partout où je vais, partout où je me déplace, que ce soit dans tous les départements comme dans le mien, la principale difficulté des chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est de recruter. Que devons-nous répondre à ça? Nous devons répondre formation et insertion. Je disais il y a un instant, lorsque vous passez de 9 à 7,3% de chômage, que vous avez comme objectif de descendre à 5% de chômage, ça veut dire que ceux que vous voulez ramener vers l'emploi, raccompagner, sont des gens qui sont de plus en plus très éloignés de l'emploi. Je prends un chiffre pour illustrer, mais parmi les bénéficiaires du RSA, 1 sur 2 bénéficie du RSA depuis plus de 4 ans. Ça signifie une rupture avec le monde du travail d'au moins 4 ans. Et donc, ça nécessite aussi un accompagnement et un vrai parcours d'insertion. C'est le plan mis en place par Jean Castex il y a maintenant 18 mois. C'est l'objet de la mobilisation de Pôle emploi. C'est l'objet de la mobilisation des missions locales. C'est une difficulté structurelle en France. Oui.
dont on n'arrive pas à venir à bout. Il faut y répondre. On verra si... je pense que l'insertion et la formation sont les clés. Dans quelques années. Le pouvoir d'achat des retraités, Olivier Dussopt. Les pensions seront revalorisées de 4% en juillet. Vous l'aviez dit, ce sera versé le 9 août. Pour le régime général. Pour le régime général. Ce n'est pas un cadeau. Parce que la règle, elle veut, théoriquement, que les pensions de retraite suivent les prix. C'est un rattrapage que vous faites. C'est un rattrapage. Alors, 2 mots d'explication. Les retraites ont été revalorisées de 1,1%. Quand on parle de retraite, on parle de la pension de base, du régime général privé et des indépendants et du régime général de la fonction publique. Et c'est 1,1% au mois de janvier. 4%, comme l'a annoncé la Première ministre, dès le mois de juillet, ce qui arrive à 5,1% au total, ce qui correspond à l'inflation. Et donc, nous protégeons le pouvoir d'achat des retraités. La règle, si nous avions respecté la loi à la lettre, il aurait fallu attendre le mois de janvier pour obtenir ce rattrapage. Et ça veut dire que pendant plusieurs mois, les retraités perdaient beaucoup de pouvoir d'achat. Donc, nous le faisons dès le mois de juillet. Les versements interviendront à partir du mois d'août. J'ai pris l'exemple du régime général pour le 9 août. Ça représente au total plus de 5 milliards d'euros engagés par la puissance publique pour cette revalorisation des retraites. En année pleine, ça ferait 10 milliards. Là, ça fait 5 milliards d'euros pour les comptes publics. Vous les connaissez bien, vous en venez. Et puis, il faut parler de choses très concrètes. Pour un retraité qui a une pension de 1 200 euros, une pension de base de 1 200 euros, ça signifie qu'entre l'augmentation du mois de janvier et celle du mois de juillet, ça représente à peu près 60 euros d'augmentation par mois. Est-ce que ça rend les gens riches? Non. Est-ce que ça les aide? Oui. Et c'est notre objectif. Donc ça leur permet d'affronter... C'est une protection de leur pouvoir d'achat. La hausse des prix. Et je précise d'ailleurs que les pensions de reversion vont être concernées comme le minimum vieillesse. Oui. Alors, il y a un petit bémol, vous l'avez dit vous-même, ça concerne le régime général. C'est-à-dire que ceux qui bénéficient d'une pension de retraite, en grande partie, ça arrive, pour 1 tiers ou 2 tiers, par les régimes versés par les complémentaires, par exemple l'ARGIRC, l'ARCO. C'est pas facile à dire, ARGIRC-ARCO. Là, cette partie-là, elle n'est pas revalorisée. Est-ce que vous dites aux organisations syndicales et patronales qui gèrent l'ARGIRC-l'ARCO de suivre le mouvement? Nous n'avons pas à leur dire. Nous n'avons pas à leur dire parce que, comme vous l'avez dit, ARGIRC-ARCO, c'est une gestion paritaire. Et les organisations syndicales et patronales se sont d'ailleurs entendues il y a quelques mois pour préserver les équilibres financiers de l'ARGIRC-ARCO et ont pris des mesures de redressement, d'accompagnement, notamment sur les questions de revalorisation de ces retraites complémentaires. Nous sommes dans une période qui nécessite beaucoup de respect des compétences de chacun et du rôle de chacun. L'État prend ses responsabilités sur la question de la pension de base, et ce qu'on va appeler les régimes généraux. Les partenaires sociaux ont toujours assumé leurs responsabilités. Je ne doute pas qu'ils le feront, mais ça serait sortir de mon rôle que de dire ce matin aux partenaires sociaux, vous avez ceci ou cela à faire. C'est leur responsabilité. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités, vous leur dites ça. Mais je suis sûr qu'ils les prendront. Vous êtes sûr? Vous en avez parlé déjà? J'ai eu des rencontres longues, fructueuses avec eux, et je le répète, je ne suis pas là pour me substituer à tel ou tel. Mais vous pensez, vous êtes confiant, ils seront au rendez-vous? On verra ça dans quelques semaines et quelques mois. On le saura dans quelques semaines? Je pense, oui. Ils vont prendre un certain nombre de décisions. Je ne veux pas me substituer à eux, ni dans la décision, bien compris. Ni dans l'expression. Et vous êtes très clair là-dessus. Enfin, vous pouvez exprimer des souhaits pour les Français? On peut, mais ça serait contraire à cette séparation de responsabilité. Bruno Le Maire prévoit une inflation de 2% l'an prochain. Après, là, on est à 5,2. 5,1. Les retraites seront indexées sur cette hausse de 2%. C'est la loi. Donc, le niveau de pension suivra. Vous êtes ministre du Travail, chargé de la réforme des retraites. Aussi. Une paille, comme dirait l'autre. Vous serez celui qui aura le plus de contact avec les syndicats. Logiquement, vous les avez déjà reçus, d'ailleurs, je crois. J'ai reçu tous les syndicats représentatifs. Vous êtes invité à déjeuner demain à l'Élysée avec tous les syndicats? Non, je crois que le président rencontre un certain nombre d'organisations syndicales dans une rencontre informelle. Sans vous? Et j'ai rencontré les mêmes organisations syndicales, les organisations patronales, pour travailler avec eux, évoquer les mois qui viennent, les semaines qui viennent, parler de méthode aussi, parce que c'est important. Ouais. Vous évoquez une réforme, mais il y en a beaucoup d'autres. Et il y a des réformes sur la formation, il y a une très belle réforme qui a été votée en 2021 sur la santé au travail et pour laquelle il faut absolument veiller à ce que les textes d'application soient publiés en temps et en heure, parce que c'est de la protection des salariés. Et donc nous avons évoqué tout cela. Et nous avons aussi évoqué tout ce qui peut faire convergence, ce qui peut faire aussi divergence, parce que c'est le propre d'un dialogue. Alors, on va y revenir. Philippe Martinez, patron de la CGT, boycotte le déjeuner de demain à l'Élysée, déjeuner des débuts de quinquennat. Vous le comprenez? C'est sa décision. C'est peut-être regrettable, parce que je pense que lorsqu'on est à la tête d'une organisation syndicale ou patronale, les occasions d'avoir une discussion à bâton rompu, informelle avec le président de la République se saisissent. Mais c'est sa décision. Il se dit peut-être que c'est un peu gros, parce que c'est vrai que les syndicats se sont sentis snobés par le président pendant 5 ans. Il a été réélu. Il les invite à 2 jours
du premier tour des législatives. Ils ne sont pas très habitués à ce type de traitement par Emmanuel Macron, d'une part, et ils se sentent instrumentalisés peut-être. Je ne crois pas, et je pense que c'est aussi la volonté du président de la République d'appréhender, d'ouvrir ce second quinquennat avec la méthode qu'il a décrite pendant une nouvelle méthode de la concertation, de l'association. Oui. Travailler avec toutes les parties prenantes et chercher le plus de possibilités de consensus. Et le consensus, il se construit à la fois sur les bilans, sur les diagnostics, il peut se construire sur les méthodes, et c'est encore mieux quand il se construit sur les solutions. Donc à ceux qui jugent cette invitation électoraliste, vous dites quoi ? Je dis qu'ils se trompent et que cette occasion d'une discussion et d'un débat sur la méthode et le calendrier des mois qui viennent est une bonne occasion. La réforme des retraites, elle entrera en vigueur à l'été 2023. C'est ce qu'a dit le président de la République dans une interview il y a quelques jours. Ça veut dire que concertation plus vote du Parlement, et quel Parlement, on y reviendra, concertation plus vote du Parlement, ça sera bouclé entre l'automne et l'été 2023. Sur une année, ça laisse le temps de la concertation et ça laisse le temps du débat parlementaire. Parce que l'été 2023, ça va jusqu'au 21 septembre. Donc ça fera un an si vous commencez. Il faut le voir comme ça parce que Emmanuel Macron avait déjà... Il y a beaucoup de travail sur cette réforme-là, oui, évidemment. Il y a beaucoup de travail parce qu'aucun syndicat, à part la pénibilité et les discussions sur pénibilité, carrière longue, sur lesquelles vous insistez beaucoup, il n'y a aucun syndicat qui ne veut de votre réforme. Aménagement des conditions de travail, prévention. Et il y a, je le répétais, des diagnostics à faire. Aujourd'hui, quelle est cette réforme ? Quel est l'objectif ? C'est d'avoir un système de retraite plus juste, avec un minimum de pension qui soit relevé à 1 100 € au minimum. C'est d'avoir un système qui protège mieux ceux qui ont des carrières pénibles, ceux qui ont des carrières longues, d'avoir un système qui protège mieux de la précarité des carrières hachées. Et lorsqu'on établit cette liste d'amélioration et d'objectifs d'amélioration, ça nécessite aussi de trouver des ressources pour pouvoir les financer et faire de manière responsable. Avant, c'était la réforme des retraites pour travailler plus longtemps, parce qu'on avait besoin de financer. Maintenant, vous dites, voilà, on va faire ça, et on financera pas. Il faut travailler plus longtemps. Ma question, Olivier Dussopt... Non, mais il n'y aurait pas de sens à améliorer un système sans garantir sa soutenabilité, sa durabilité, et ça serait injuste d'équilibrer un système sans l'améliorer. Et donc, il faut chercher les deux objectifs. Et alors, justement, dans votre recherche du consensus sur cette réforme, c'est votre travail, vous dites, par principe, la concertation veut que rien n'est écrit d'avance. Est-ce que ça veut dire que le report de l'âge légal à 64 ans en 2027 ou 2028, c'est négociable ? La Première ministre s'est exprimée sur le sujet. Elle a dit que ce n'était pas un totem. Elle a dit qu'il n'y avait pas de totem. Ouais. Donc, laissons le temps à la discussion de s'installer. Prenons le temps d'abord d'arrêter la méthode, le calendrier, et voyons les sujets un par un. La Première ministre s'est exprimée, je m'inscris évidemment dans ses pas. Est-ce que vous m'autorisez à traduire pas de totem, ça veut dire que c'est négociable. Le report de l'âge légal, c'est négociable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de totem. Moi, ce que j'attends de la discussion que nous allons avoir avec les organisations syndicales... Donc il y a une alternative au report de l'âge légal. Ce que j'attends de cette discussion avec les organisations syndicales et avec les organisations patronales, avec l'ensemble des partenaires sociaux, c'est qu'ils puissent dire ce qu'ils veulent comme amélioration et qu'ils puissent dire comment on y arrive. Parce qu'il y a des objectifs, mais il faut aussi donner les solutions pour atteindre les objectifs. Regardons ce qui est proposé, mais ne préemptons pas le débat, ne faisons pas la conclusion des débats avant qu'ils aient été ouverts, et laissons le temps justement à cette concertation de s'installer. Ça va être une réforme compliquée à construire. Vous vous y appliquerez à partir de quoi ? Octobre ? Septembre, octobre, on a compris ? J'ai envie de dire que je m'y applique déjà. Oui. Nous travaillons, nous réfléchissons. Mais bon, de se retrouver tous avec nous devons la réforme à la sur fois la table. attendre que le gouvernement, à l'issue des législatives, arrête son programme de travail, tel que le président de la République l'a indiqué. Nous avons un certain nombre d'hypothèses sur lesquelles nous devons travailler, d'hypothèses macroéconomiques, parce qu'une réforme comme celle-ci doit aussi tenir compte de l'évolution de la situation économique et d'un certain nombre d'avis. Ça peut être par exemple l'avis du Conseil d'orientation des retraites, mais pour cela, ça nécessite aussi de fournir à ce même Conseil des hypothèses macroéconomiques revues à l'aune de la crise que nous traversons, à l'aune de la reprise que nous avons connue, et par exemple des chiffres d'emploi que nous évoquions tout à l'heure. Et donc tout ça prend un peu de temps. Le calendrier n'est pas arrêté aujourd'hui. Donc vous atterrissez quand ? Le calendrier n'est pas arrêté, et ça fait partie aussi des objets de discussion. Réforme compliquée à faire passer, surtout si vous avez une majorité relative. Les sondages ne vous donnent aucune certitude sur le fait d'avoir une majorité absolue. Au contraire, majorité relative, ça vous fait peur ? C'est compliqué. C'est d'abord la démonstration qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Jamais. Oui. Et que ce qui compte, c'est la mobilisation, et c'est d'aller convaincre les électrices et les électeurs. Pourquoi ils iraient voter pour vous ? Parce que je pense que les Français sont attachés à ce que le pays avance, qu'ils ne veulent pas de blocage, qu'ils ne veulent pas de paralysie, qu'ils ne croient pas... Ils peuvent vouloir autre chose, ils veulent une rupture. Oui, mais la rupture autour de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, ça ne fonctionne pas, et les Français le savent. Pourquoi ? Parce que c'est l'assurance du chaos, c'est l'assurance d'une sortie ou d'un décrochage de l'Union européenne, et c'est aussi l'assurance d'une ruine des finances publiques.
quand je vois que le programme de M. Mélenchon, lui-même le dit, coûterait 250 milliards d'euros, comment faisons-nous pour le financer? À part par des impôts et à part par de la dette. Ça ne fonctionne pas. Et les Français sont raisonnables, les Français sont aussi confiants et ont envie que leur pays avance. Ils ont envie que leur pays continue à compter en Europe et dans le monde. Et pour cela, il faut que le président de la République ait une majorité. Une majorité, ça ne signifie pas avancer bien en tête, c'est aussi travailler avec toutes les parties prenantes, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Mais c'est nécessaire d'avoir une majorité, et une majorité qui permette au pays de progresser. Réveillez-vous, a dit Emmanuel Macron à ses lieutenants il y a quelques jours à propos de ces législatives. Quand même, il a senti le péril, le manque d'élan, le manque de mobilisation de ses lieutenants et de la majorité en général. Souvenons-nous d'il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, un grand nombre de commentateurs expliquaient que le président de la République avait déjà gagné l'élection. Et Emmanuel Macron expliquait qu'une élection n'est pas gagnée. Jamais. Que les Français détestent que l'on décide à leur place de l'issue d'une histoire et encore plus de l'issue d'un scrutin. Et donc une campagne et une élection, ça se gagne quand on fait campagne, quand on se mobilise. C'est la mobilisation du gouvernement, des parlementaires, des militants de la majorité, des élus locaux, des Français tout simplement, qui doivent aller voter, parce qu'il faut aller voter dimanche, et il faut aussi donner une majorité au président. Quand vous voyez que tous les sondages donnent, par exemple, en volume de voix, ces projections c'est compliqué, en volume de voix, une légère avance à la NUPES sur la majorité, vous n'êtes pas inquiet? C'est une très légère avance dans les sondages au premier tour. D'un point, mais avance quand même, dynamique pour la NUPES. Nous verrons ce que ça donne dimanche soir, à l'issue du scrutin. Je dis, une élection n'est jamais gagnée, elle n'est jamais perdue non plus, et les seuls qui décident, ce sont les électeurs le jour J. La Première ministre, Elisabeth Borne, a été maladroite en répondant à une femme handicapée, comme elle l'a fait mardi à la radio. Elle a dit hier, Elisabeth Borne, qu'évidemment, elle n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit, et je crois l'avoir entendu dire qu'elle avait essayé de prendre contact avec cette dame en question. Le procès qui est fait par certains à Elisabeth Borne sur ce sujet-là est assez indigne. Technocrate brutal, a dit Jean-Luc Mélenchon. En matière de brutalité et d'outrance, il s'y connaît, effectivement. C'est le contraire de ce qu'est Elisabeth Borne. On évoque là la situation d'une femme en situation de handicap, qui rencontre des difficultés. Elisabeth Borne, ministre du Travail, c'est celle qui a mis en place des systèmes d'aide, d'accompagnement pour le recrutement des travailleurs en situation de handicap. C'est 30 000 personnes qui ont été accompagnées en 2021 grâce à ces systèmes-là. C'est aussi la revalorisation de la hache de 12,5%. Mais là, dans cette façon qu'elle a eue de s'adresser à cette femme, c'est pas toujours facile de manifester son empathie. Vous aviez vous-même cloué au pilori un certain Emmanuel Macron, pas encore président, qui s'était adressé aux illettrés. Il avait parlé des illettrés de Gade et vous l'aviez traité de ces trois petits points. Vous parlez d'une histoire d'il y a 10 ans. Vous voyez, quand on est technocrate, on peut très bien gérer les dossiers et avoir des difficultés à exprimer son empathie quand on est face aux Français. Je connais bien Elisabeth Borne et je sais que ce qui l'anime, ce qui la motive, c'est d'aider les Français. Donc c'est un mauvais procès qui lui est fait. C'est un mauvais procès. Et elle en souffre. Je ne sais pas si elle en souffre parce qu'elle est très résiliente, très résistante et elle est très engagée. Mais je sais que c'est un mauvais procès et que c'est injuste de la qualifier ainsi. Merci beaucoup. Merci à vous. Olivier Dussopt, candidat pour la 3e fois en Ardèche. Vous subirez donc le verdict des urnes dimanche. Comme tous les candidats. Et on suivra ça sur LCI, bien sûr, dans la soirée spéciale que nous organisons. Merci.